À la une de l'actualité, l'église méthodiste unie de Cocody a procédé au lancement officiel du magazine chrétien Éclaire-moi Seigneur. C'était ce samedi 30 janvier. Mention très honorable pour M. Faustin Zoubi lors de sa thèse sur le parasitisme des holacaudes en Côte d'Ivoire. Plus de 80 morts dans un village du Nigeria incendié par Boko Haram. Enfin, Moscou, les plus pauvres subissent de plein fouet la crise. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre ce journal. Le samedi 30 janvier 2016 a eu lieu le lancement officiel du magazine chrétien Éclaire-moi Seigneur du Temple Jubilé de l'église méthodiste unie de Cocody. Nadine Excel et Honorine Adom pour le reportage. De l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume 37, le verset 4. C'est en obéissance à ce passage biblique que le corps de Christ dans son ensemble a accueilli avec joie l'arrivée d'un nouveau magazine chrétien intitulé Éclaire-moi Seigneur. En effet, le samedi 30 janvier dernier a eu lieu le lancement officiel de ce magazine chrétien écrit par le pasteur Cynthia Elisabeth Coblan de l'église méthodiste unie de Côte d'Ivoire, en présence de personnalités telles que le révérend père Isaac Bodje qui n'a pas manqué de s'exprimer. À la suite de cette dévancière et de cette dévancière, parce qu'il y a eu beaucoup de nos chrétiens qui ont déjà écrit et qui continuent d'écrire, elle leur s'est donné le temps matériel. Elle s'est même retirée pour être en intimité avec le Seigneur, pour produire ce magazine. Quand vous lisez ce magazine, vous voyez que le titre c'est Éclaire-moi Seigneur. Il est question de la lumière qui vient de la parole de Dieu. Celui qui ne lit pas la parole de Dieu ne sera pas éclairé. Le soin fut ensuite laissé à la chorale du jour d'entraîner le peuple à louer le Seigneur à travers des cantiques de louange et d'adoration. Succédant à la chorale, l'auteur du magazine, le pasteur Cynthia Elisabeth Coblan, a évoqué les raisons de la création de ce magazine trimensuel destiné à coacher et motiver le fidèle chrétien dans sa marche quotidienne avec Dieu. C'est quelque chose que Dieu m'a mis à cœur et je vois aujourd'hui la réalisation. Aussi suis-je très honoré et je lui rends toute la gloire. Et j'aimerais dire au peuple de Dieu, à l'ensemble du corps de Christ, de bien vouloir s'approprier ce magazine. Et je crois que cela leur fera du bien. Parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin du véritable évangile. L'évangile du royaume, l'évangile qui libère, l'évangile qui défie, l'évangile qui montre à ceux qui ne sont pas des nôtres que Jésus est réel, qu'il est palpable et qu'il est concret. Donc, veuillez vous en procurer et vous ne le regretterez point au nom de Jésus. Rappelons pour terminer que le magazine chrétien Éclaire-moi Seigneur est mis à la disposition de tout le corps de Christ sans distinction de dénomination. Une journée récréative suivie d'activités sportives et culturelles a été organisée par l'Association des églises évangéliques de Ndoussi Apen. Cette rencontre était placée sous le thème « Un esprit saint dans un corps saint ». Une procession impressionnante sur les principales artères de la petite ville de Ndoussi a lancé les activités récréatives de l'Association des églises évangéliques de Ndoussi Apen. Ces journées de récréation, placées sous le thème « Un esprit saint dans un corps saint », ont connu deux volets principaux. Au volet sportif, les églises Apen ont organisé un tournoi de foot qui a réuni les différentes communautés, membres de l'Apen et les forces vives de la ville. Pour le leader des églises Apen, ce tournoi permet au corps du Christ de communier avec la population de Ndoussi tout en annonçant l'évangile. Nous voulons véritablement que la grâce du Seigneur soit le partage de chacun et que ce moment soit vraiment un moment de communion et d'amour et d'amitié, parce que c'est à cela que l'évangile nous appelle. L'évangile est un message de partage,
un message d'amour et de paix. Alors que vraiment ce soit à travers ce sport que réellement nous puissions tisser des relations d'amitié et de paix. Que Dieu bénisse les deux équipes et que réellement le meilleur gagne. Le match d'inauguration a opposé les pasteurs des églises Apen aux gendarmes, une rencontre placée sous la protection de l'Éternel, mais âprement disputée. Les différents participants ont appelé au fair-play et à la cohésion. Le second volet, marquant l'apothéose des journées récréatives, Apen a été un moment d'adoration et de louange avec les artistes Otis Andy et Lily Goilou dans des prestations live marquées par la présence de l'Esprit Saint. En société à présent, parasitisme des holacodes en Côte d'Ivoire, tel était le thème de la thèse unique de biologie et production animale présentée vendredi à l'université Nongui Abrogwa d'Abidjan. L'impétrant Faustin Zoubi a démontré que les holacodes, communément appelés agoutis, présentent moins de risques en élevage. Il a obtenu ainsi la mention très honorable avec les félicitations du jury. Zoubi Faustin compte désormais au nombre des docteurs biologistes parasitologues en Côte d'Ivoire. Félicité par ses maîtres et examinateurs, il vient de réussir sa thèse unique de doctorat en biologie et production animale avec la mention très honorable accompagnée des félicitations du jury. Une note qui démontre bien l'excellence des travaux de recherche de l'impétrant. Et pourtant, tout n'a pas été facile pour le néo-docteur. En 38 minutes, il a égrené le rapport et les résultats de 6 ans de recherche menés dans 8 localités ivoiriennes et dans des pays de la sous-région sur l'holacode, communément appelé agouti. Sous le thème parasitisme de l'holacode en Côte d'Ivoire, le docteur Zoubi a recherché et comparé les présences de parasites chez les holacodes sauvages et les holacodes d'élevage. Il ressort de cette étude que les holacodes d'élevage, qui sont plus suivis sur le plan de l'hygiène, sont moins parasités et présentent donc moins de risques en ce qui concerne la transmission de pathologies de l'animal à l'homme et de l'homme à l'animal. Pour le néo-docteur, ces travaux sont d'une grande utilité pratique car ils sont à la fois de portée économique et sanitaire. Nous savons tous que l'holacode, c'est l'animal la plus prisé par les consommateurs. Et si nous arrivons à faire l'élevage et nous arrivons à prouver que l'holacode peut être consommé sans risque de contamination par les virus à Ebola ou Lassa ou Zika, je pense que la population peut s'en raffoler. Financé par le projet Afrique One Santé Animale, les travaux du Dr Zoubi Faustin sont le fruit d'une collaboration entre l'université Nongui Abrogwa d'Abidjan, le laboratoire vétérinaire de Bingerville, l'école inter-état de médecine vétérinaire de Dakar, l'Institut Pasteur d'Abidjan, le CIRDES du Burkina Faso et le Centre suisse de recherche scientifique à Abidjan. Pour tous ces spécialistes, les résultats obtenus par ces travaux de thèse permettront à la nouvelle génération de chercheurs africains de relever des défis majeurs. Les pathogènes passent de l'homme à l'animal, de l'animal à l'homme, ce qu'on appelle les zoonoses. Et il faut savoir que 3/4 des maladies humaines sont d'origine animale. Le cas d'Ebola par exemple. Donc c'est extrêmement important d'avoir ces genres de collaboration entre institutions scientifiques. Les travaux de Zoubi portent sur les parasites. On ne se porte pas sur les virus et puis sur les bactéries, mais c'est un aspect déjà pour voir quels sont les parasites qui peuvent infecter cet animal et qui éventuellement seraient zoonotiques, donc qui peuvent affecter l'homme. Actualité africaine, le 26e sommet de l'Union africaine s'est tenu samedi à Addis Abeba en Éthiopie. Ce sommet a consacré la désignation du président tchadien Idriss Déby Itno à la présidence de l'UA. Il remplace ainsi le Zimbabwéen Robert Mugabe, mais les défis restent les mêmes. Alors, outre la grave situation de crise que vit actuellement le Burundi, l'un des points focaux du sommet a concerné la sécurité et la lutte contre le terrorisme et le djihadisme en Afrique. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, était également présent. La réunion de samedi a désigné le nouveau président de l'institution panafricaine. Alors, après le Zimbabwéen Robert Mugabe, c'est désormais le chef de l'État tchadien Idriss Déby Itno qui prend la tête de l'UA. Monsieur Déby Itno, en pointe dans la lutte contre les groupes djihadistes en Afrique subsaharienne, occupera donc la présidence tournante de l'organisation continentale et ce pendant 1 an.
La campagne pour les élections présidentielles au Niger ont débuté le samedi à minuit. Des bannières aux couleurs des différents dirigeants des partis en course ont envahi les rues de Niamey ce week-end. Le grand absent de cette élection est l'ancien président du Parlement, Hama Amadou. Le premier de la présidentielle nigérienne est prévu le 21 janvier. Le premier tour de la présidentielle est prévu le 21 février prochain. Sur les 15 candidats en lice, seul Hama Amadou, pourtant favori, ne pourra pas battre campagne sur le terrain. L'ancien président du Parlement est écroué depuis le 14 novembre dans le cadre d'une affaire de trafic présumé de bébés avec le Nigeria. Des bannières aux couleurs des différents dirigeants des partis en course ont envahi les rues de Niamey ce week-end. Celle du président sortant, Mahamadou Issoufou, qui brigue un second mandat pour le parti nigérien pour la démocratie et le socialisme. Celle aussi de Amadou Boubacar Sissé ou encore celle de Seyni Oumarou, le candidat du mouvement national pour la société de développement et qui avait perdu au second tour face à Mahamadou Issoufou en 2011. Au Nigeria, la secte islamique Boko Haram continue d'endeuiller les familles. Samedi soir, des islamistes de Boko Haram ont attaqué un village, tirant sur les villageois et brûlant maisons et bétail. Le bilan de cette barbarie fait état de plus de 80 morts. Au lendemain de l'attaque, les images du village incendié sont glaçantes. Samedi soir, pendant 4 heures, des islamistes de Boko Haram ont tiré sur les villageois, les ont brûlés, ainsi que leurs maisons et leurs animaux. Plus de 80 morts, dont des enfants brûlés vifs eux aussi, selon des témoins qui avaient réussi à fuir. Les insurgés sont arrivés dans 2 voitures et des motos, accompagnés de 3 femmes kamikazes qui ont explosé en se mêlant aux villageois. Le village de Dalori est dans une région régulièrement ciblée par le groupe qui a rallié Daesh. La grande ville voisine, Maïdougouri, qui compte environ 2,6 millions d'habitants, héberge 1,6 million de réfugiés qui ont fui le terrorisme. 2 localités de la région du lac Tchad, au Tchad voisin, ont été aussi visées par des attentats suicides qui ont fait 3 morts et 56 blessés. Ailleurs dans le monde, un triple attentat est survenu dimanche matin dans la banlieue de la capitale syrienne, faisant ainsi 71 morts et une centaine de personnes ont été blessées. Ces actes terroristes ont visé la communauté chiite de Damas. La communauté chiite de Damas compte ses morts après la triple explosion survenue dimanche matin dans la banlieue de la capitale syrienne. Une voiture piégée a d'abord explosé devant un arrêt de bus, puis 2 kamikazes ont déclenché leur ceinture d'explosifs. 71 personnes ont péri durant cette tuerie, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Une centaine de personnes a été blessée. L'attentat a été revendiqué par Daesh. Il visait l'un des bastions chiites les plus importants de la ville, à proximité du sanctuaire de Sayeda Zeynab. Sur place, les combattants chiites restent déterminés. Ils veulent que la conférence de Genève échoue, explique cet homme. On s'en fout de l'Arabie Saoudite, du Qatar ou de la Turquie. Nous resterons debout jusqu'à notre dernière goutte de sang. Ce nouvel attentat intervient alors que des pourparlers de paix sous l'égide de l'ONU doivent reprendre ce lundi à Genève pour tenter de trouver une issue au conflit syrien, un conflit qui a déjà fait 260 000 morts. Toujours en Syrie, on espère que les camps opposés dans le conflit se dirigent vers la paix des braves. À Genève, les pourparlers avancent même si le triple attentat qui a fait 71 morts dimanche matin à Damas a refroidi les premiers pourparlers de paix. Le triple attentat qui a fait au moins 71 morts dimanche matin à Damas a refroidi les premiers pourparlers de paix qui ont démarré ce dimanche à Genève entre l'opposition et le régime syrien. À peine arrivé en Suisse, l'ambassadeur syrien de Bachar al-Assad à l'ONU a multiplié les signes de défiance après l'attentat suicide qui a endeuillé la communauté chiite de son pays. Il y a un lien entre d'un côté ceux qui soutiennent le terrorisme et ceux, parmi les groupes politiques, qui se prétendent être contre le terrorisme, a insisté l'ambassadeur. Les 2 camps n'en sont pas encore à se parler directement. Le médiateur de l'ONU les a donc rencontrés séparément et de manière informelle. C'était une rencontre nécessaire, a déclaré l'envoyé spécial à l'issue de sa première réunion. À un reporter qui lui demandait s'il était optimiste, il a répondu « En tant que diplomate, mon métier est d'être toujours optimiste et déterminé ».
L'émissaire de l'ONU a ensuite rencontré l'opposition syrienne qui a fait bonne figure malgré les profondes divisions internes qui la minent. L'entretien avec M. de Mistura a été très fructueux. L'atmosphère est bonne et nous avons reçu des messages très positifs, a déclaré le porte-parole de la délégation de l'opposition syrienne. Une opposition qui accuse Damas de tuer son peuple et qui a de nouveau posé des conditions avant toute négociation, l'arrêt des bombardements notamment. Moscou, la capitale russe, compte 75 000 sans-abri sur 12 millions d'habitants. Avec le froid et la crise économique qui limitent les aides publiques à leur égard, les sans-abri de Moscou subissent un quotidien difficile. Le froid de l'hiver et la crise économique rendent le quotidien des sans-abri moscovites plus difficile. Il serait 75 000 dans la capitale russe de 12 millions d'habitants, un chiffre relativement bas qui s'explique par la politique de logement post-communiste. À partir de 1992, les occupants des logements d'État sont devenus automatiquement et gratuitement propriétaires. Malgré cela, Vera vit dans la rue et elle a vu beaucoup de gens mourir de froid pendant leur sommeil. La nourriture a augmenté de 13% en un an à Moscou, comme le nombre de candidats à la soupe populaire. Expulsés des gares ou des stations de métro, ceux-là survivent dans les égouts contre les canalisations de chauffage. La Russie traverse une grave crise économique. Elle affronte les sanctions commerciales imposées par l'Occident après l'annexion de la Crimée, la baisse des prix du pétrole et du gaz et la chute du rouble. Parlons de sport à présent. Football, la Côte d'Ivoire s'est offert son ticket pour les demi-finales du championnat d'Afrique des Nations. Les Ivoiriens ont largement dominé les Lions du Cameroun par 3-0. Voici un résumé en images de ce match. Et c'est ici que prend fin cette page d'information. Excellente suite de programmes sur vos Blessing Channel et restons bénis. À bientôt.